Et je vais laisser la parole à Nicolas, donc sur la contractilité de l'utérus et sur son projet de recherche. Bonsoir à tous. Merci Valérie. Merci beaucoup pour cette invitation. Notre projet de recherche porte sur la contractilité utérine et notamment la dyscontractilité dans les pathologies qui sont l'endométriose, l'adénomiose et les dysménorrhées. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre comment marche la contractilité utérine chez la femme saine pour avoir un point de référence, pour mieux comprendre la pathologie. Donc ce qui est important de comprendre dans un premier temps, c'est que l'utérus est essentiellement un grand muscle. Ici, vous avez une coupe histologique de l'épaisseur d'une des parois utérines. Tout ce que vous voyez en noir, c'est du muscle lisse. Donc c'est un muscle qui est autocontractile, qu'on ne peut pas actionner par la simple volonté. Donc tout ceci va se dérouler de manière subconsciente. Et vous voyez sur cette image, on a environ 80% de la paroi utérine qui est du muscle, l'endomètre, qui est à droite ici, il représente juste une fraction. La séreuse est à gauche. Si on regarde en comparaison, le deuxième muscle lisse du corps humain, c'est le côlon. Il ne mesure que 3 mm contre 25 mm pour l'utérus. Donc on a un facteur 10, donc le myomètre l'emporte de loin. Pourquoi est-il si épais? C'est évidemment la grossesse. Au cours de la grossesse, le myomètre va être amené à se distendre énormément. L'embryon va passer de la taille d'un grain de riz à celle d'une pastèque, grosso modo. Et donc, si on fait un calcul simple, en considérant que l'utérus est juste un ballon de baudruche qui va se distendre, on peut prédire qu'il va passer de 25 mm à 3 mm, 2 mm en fin de grossesse. Donc, on retombe sur des épaisseurs similaires à celles du côlon. Donc, c'est ces 2 mm qui vont nous être nécessaires pour pouvoir avoir le travail d'accouchement et l'expulsion, si vous me permettez le mot, du nouveau-né. En réalité, on a une certaine prise de poids du myomètre au cours de la grossesse, en l'occurrence d'un facteur 3, on va finir avec 6 mm d'épaisseur à la fin de la grossesse. Alors, pourquoi a-t-on 25 mm d'épaisseur de myomètre au cours de la grossesse? Pourquoi finalement on ne part pas toujours à 6 mm et l'utérus croîtrait au cours de la grossesse? C'est un choix de l'évolution. Probablement les grossesses à l'époque étaient beaucoup plus séquentielles qu'aujourd'hui. Et c'était un compromis énergétique de se dire je ne vais pas reconstruire tout le myomètre à chaque grossesse, je vais garder une certaine épaisseur même en dehors de la grossesse. Mais donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a une énorme force potentielle en dehors de la grossesse. Et quelle forme prend-elle? Est-ce que toute l'épaisseur est impliquée? Non. Par ultrason, aujourd'hui, on arrive à voir que c'est juste la partie interne du myomètre qui va être contractile. Je vais demander à la régie de lancer cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, ici c'est accéléré en x10. Si vous regardez bien le film, c'est essentiellement la région autour de la ligne centrale, qui est la lumière de l'utérus, qui va se contracter, et pas les régions périphériques. Donc, cette zone du myomètre interne, on peut également l'imager en IRM. Elle apparaît sous la forme d'une bande noire qu'on appelle la zone jonctionnelle. Donc ça, c'est un concept très important quand on parle de contractilité utérine. Alors ces contractions du myomètre sont entièrement similaires à celles qu'on peut observer dans l'intestin, par exemple. À nouveau, est-ce que la régie peut lancer le film vert, s'il vous plaît? Ici, vous avez un intestin de souris. Alors, ce qu'on voit de manière luminescente, c'est le calcium qui se propage à l'intérieur du muscle lisse. Ces ondes contractiles, essentiellement, ce sont des ondes électriques qui se propagent au sein d'un syncytium de muscle lisse. On va retrouver exactement le même type d'ondes électriques dans le myomètre. C'est le film à droite, s'il vous plaît. On peut imager au laboratoire. On retrouve le même type d'onde et c'est cette onde électrique qui va donner lieu à l'onde contractile. On parle de péristatisme. Alors, les premières réalisations de la contractilité de l'utérus non gravide datent des années 20 environ, où on a commencé à développer des méthodes de manométrie. Donc, on va insérer des sondes de pression à l'intérieur de la cavité utérine et on a pu enregistrer les graphiques que vous voyez ici. En fonction du temps, on voyait qu'il y avait une variation de la pression
à l'intérieur de l'utérus. Depuis, les gens ont mesuré ça systématiquement au cours du cycle de règles de la femme, du cycle menstruel. Et essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un pic de pression au moment des menstruations. On va atteindre jusqu'à 100 mm de mercure, et ça va croissant au cours du cycle jusqu'aux menstruations pour pouvoir les évacuer. Ensuite, grâce à l'IRM et aux ultrasons, on a pu avoir également accès aux données de direction de ces ondes. Est-ce qu'elles vont du fond de l'utérus vers le cervix, le vagin, ou en sens inverse? Ça dépend de la phase du cycle. C'est ce qu'on voit sur le graphique au milieu. Vous avez au milieu l'ovulation, et on voit que le pourcentage d'ondes qui vont en sens rétrograde, c'est-à-dire du cervix vers le fond de l'utérus, pique au moment de l'ovulation. De même, la fréquence des ondes péristatiques pique au moment de l'ovulation. Et ça, on peut le voir distinctement sur ce film à droite, s'il vous plaît, la régie, qui a été obtenu récemment par un groupe aux Pays-Bas. Donc, vous voyez cette pompe péristatique, et donc ces données ont permis d'établir le fait que ces ondes jouent un rôle sur la remontée des spermatozoïdes au moment de l'ovulation pour les amener jusqu'à la trompe de Fallope et ultimement jusqu'à l'ovule. Alors, dans la pathologie, tout cela est dérégulé. Tout d'abord dans les dysménorrhées, donc ça, ce sont des données anciennes, on sait depuis maintenant plus de 75 ans que la dysménorrhée est associée à une surpression, une surcontractilité. Ici, vous pouvez voir sur ce graphique qu'on atteint des pressions qui vont jusqu'à 250 mm de mercure. Donc on est à un facteur 2,5 fois plus que le physiologique. Et ces pics de pression sont le plus souvent accompagnés de douleurs. C'est-à-dire que chaque pic de pression ne va pas correspondre à une douleur, mais en revanche, chaque épisode douloureux correspond, lui, bien à une contraction utérine. Et sur ce point, les expériences du professeur Bautran à l'hôpital Paris-Saint-Joseph sont très démonstratives. Il injecte du Botox à l'intérieur du myomètre pour pouvoir calmer les contractions, et ça a un effet radical sur les sensations douloureuses. Dans l'endométriose, on a également des données de manométrie. Vous pouvez voir les chiffres ici qui sont parlants. Les pressions basales, les pressions pics atteintes et les fréquences sont toutes 2 à 3 fois supérieures dans l'endométriose que chez les femmes contrôle. De plus, le groupe de Leyendecker en Allemagne a pu montrer par IRM que le sens de propagation normale des ondes péristatiques était perturbé. On avait des ondes qui étaient rétrogrades au moment des menstruations, par exemple, et donc ça c'est un des mécanismes fondamentaux de pathogénèse de l'endométriose, c'est qu'on va avoir un mécanisme qui va refouler les débris menstruels à l'intérieur de la cavité utérine en passant par les trompes de Fallope. Et ça, c'est une théorie ancienne, c'est la théorie de Sampson qui l'avait déjà suggérée il y a maintenant près d'un siècle. Dernier point important, c'est que dans ces 3 pathologies, on va voir un surépaississement de la zone jonctionnelle. Donc ici, vous avez un des cas les plus démonstratifs, c'est l'adénomiose, où l'épaisseur de cette zone jonctionnelle est utilisée pour le diagnostic. À 90% de chance, on sait qu'une zone jonctionnelle supérieure à 10 mm correspond à de l'adénomiose. Mais c'est également le cas dans les autres pathologies, l'endométriose et les dysménorrhées. Donc ceci nous amène vers une explication relativement simple, même si incomplète, de cette surcontractilité, c'est qu'il y a plus d'épaisseur de muscles impliqués dans les contractions de ces femmes par rapport au contrôle. Donc, au laboratoire, dans le projet qui est soutenu par la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, on s'applique à 2 choses. L'une, c'est d'accélérer les protocoles pour comprendre la contractilité utérine de l'utérus non gravide. Donc pour cela, on récupère des débris opératoires d'hystérectomie, donc des opérations d'ablation de l'utérus à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Et on va récapituler la contractilité de ces échantillons, mais au laboratoire, ex vivo, on dit. Donc, typiquement, dans une machine comme celle que vous voyez à gauche, on peut accueillir jusqu'à 4 échantillons,
et on a 4 capteurs de force qui vont mesurer au cours du temps les variations de tension dans l'échantillon. Donc ça, c'est la méthode classique. On a innové avec une méthode dans une plaque à 96 puits que vous voyez à droite ici, où on regarde optiquement les contractions. Est-ce que vous pouvez lancer le film? Vous voyez la contractilité d'un des morceaux dans un puits. Voilà. Oups, ça a sauté. Alors, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais chacun des morceaux va avoir une contraction et on va juste suivre optiquement l'évolution de son air au cours du temps. Et le fait qu'on ait 96 puits va nous permettre d'avoir un facteur 20 sur le débit d'échantillon qu'on peut passer. Donc typiquement, vous avez à gauche le résultat de la méthode classique, à droite le résultat de la nouvelle méthode qu'on propose et qu'on est en train de peaufiner et pour soumettre à publication bientôt. Et ça nous permet de tester énormément de substances, 20 fois plus que dans la méthode classique, notamment l'effet d'hormones, de tester des mécanismes fondamentaux de la contractilité utérine qui est mal connu en dehors de la grossesse, mais également des premières molécules prometteuses éventuellement thérapeutiquement, des myorelaxants tels que le salbutamol ou l'atosiban. Deuxièmement, on s'attache à essayer de mieux comprendre l'origine de cette contractilité de la zone jonctionnelle. Donc pour ça, on a lancé un essai où on va prendre des bandes de myomètres qui vont de la séreuse à l'endomètre. On était curieux de savoir, est-ce que ex vivo, on observe que c'est juste la zone de myomètre interne qui se contracte, donc qui serait la zone à droite. Alors vous l'avez peut-être vu en passant sur le film, sinon je vais demander à la régie de le repasser, s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez que ex vivo, c'est pas du tout que la zone jonctionnelle à droite qui se contracte, c'est l'ensemble du morceau. Donc on a pu le mesurer, c'est le graphe que vous voyez à droite. Et donc comment expliquer cela? Une de nos hypothèses vient des observations sur l'innervation de l'utérus. On a trouvé que cette innervation est centripète, on a plus de fibres nerveuses qui viennent de l'extérieur de l'utérus vers l'intérieur. Et on pense que cette innervation est inhibitrice, c'est-à-dire qu'elle a tendance à stopper les contractions naturelles du muscle à l'intérieur du myomètre. Ce qui ferait que si elle inhibe la partie externe, il ne reste in vivo que la contractilité du myomètre interne. Et donc ceci suggère une première piste d'explication pour l'hypercontractilité, c'est qu'on pourrait avoir un défaut nerveux, par exemple, qui ferait que cette zone de contractilité s'étendrait au-delà de la limite habituelle, impliquant une plus grande épaisseur de muscle. En tout cas, ce qui semble définitivement important pour comprendre l'endométriose, c'est le fait que le nombre de cycles menstruels sans conception a augmenté drastiquement au cours du siècle dernier, notamment l'âge des premières règles se situe aujourd'hui à 13 ans. Il faut savoir qu'en 1850, on était à 17 ans, donc en un siècle et demi, ça a reculé de 4 ans. L'âge au premier enfant recule, lui, il est aujourd'hui approximativement à 30 ans. Donc c'est d'autant plus de probabilité que l'endomètre puisse être refoulé à l'intérieur de la cavité abdominale et qu'on puisse avoir le développement de pathologies de ce type. Donc notre axe de recherche se situe à la fois dans la compréhension de l'origine de cette hypercontractilité avec des pistes hormonales et nerveuses, dans le traitement, si on trouve des molécules qui peuvent spécifiquement inhiber la contractilité du myomètre, et finalement dans le diagnostic, où on essaie de développer une méthode de manométrie qui soit moins invasive, qui ne soit pas intra-utérine. Voilà, tout ça est en cours. Je vous remercie pour votre attention. Et pardonnez-moi, je tiens à remercier tout d'abord Émilie Huon, que vous avez vu en photo tout à l'heure, qui est doctorante et qui a mené une grande partie des travaux que je vous ai présentés dans la deuxième partie, et tous mes collaborateurs à l'hôpital Paris-Saint-Joseph et au CNRS. Merci. Merci Nicolas. Le docteur Léa Roux maintenant va présenter
la partie innervation de l'utérus. Bonjour à tous. En effet, moi, je vais vous parler de l'innervation de l'utérus dans l'endométriose, l'innervation globale dans les pathologies douloureuses. Et donc, forcément, je vais vous parler un petit peu d'anatomie également. Et je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de notre projet. Donc l'endométriose, vous êtes ici parce que vous savez à peu près tous en quoi ça consiste. C'est une pathologie qui est assez fréquente, qui est une pathologie inflammatoire, chronique, hormonodépendante. Un des principaux symptômes, en tout cas, qu'on retrouve en consultation, c'est la douleur. Et c'est là-dessus que nous, on a fait développer notre recherche. Alors, il y avait déjà des études qui avaient été portées sur l'anomalie d'innervation en endométriose, mais aucune d'entre elles n'avait été faite sur des pièces entières d'hystérectomie chez l'humain. Il semblerait quand même qu'ils avaient commencé à trouver notamment une anomalie d'innervation au niveau du myomètre, donc du muscle utérin, et des nodules d'endométriose qui se développent le plus souvent le long des nerfs. Mais on n'avait pas vraiment de lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment expliqué pourquoi une patiente avec un tout petit nodule va avoir une endométriose très parlante au niveau de la douleur, et d'autres chez qui on va faire une célioscopie pour autre chose. On va tomber sur une endométriose extrêmement floride et qui finalement est très peu symptomatique. Donc c'était le premier postulat qu'on a eu pour commencer notre recherche. Avant de vous parler de tout ça, je voulais refaire un point d'anatomie un petit peu global. Donc ça c'est... Je sais pas si on entend bien. Ça, c'est une coupe du pelvis féminin, comme coupée sur le côté. Donc, on voit en arrière, tout en arrière, on a l'os, le rectum, l'utérus avec le vagin et la vessie en avant. Donc, on voit que tous ces organes, ils sont assez intriqués les uns avec les autres. Et tout autour de ça, on a une espèce de voile qu'on voit ici en marron. C'est comme si vous vouliez... faire un gros chantier de rénovation chez vous, que vous mettez une bâche sur tous vos meubles, sur vos murs, même votre plafond, et ben ça correspond un petit peu à ce tissu-là qui va englober tous les organes au niveau du pelvis. Et donc, comme le disait Nicolas tout à l'heure, un des postulats dans l'endométriose, c'est que chez toutes les patientes, quand on a nos règles, on a un petit peu de sang qui reflue au niveau des trompes et qui finissent dans la cavité abdominale. Et donc, en toute logique, avec la gravité, ils se retrouvent dans les points les plus déclives, donc entre la vessie, l'utérus, entre l'utérus et le rectum. Chez les patientes qui ont de l'endométriose, elles vont avoir, pour plein de raisons que j'évoquerai pas forcément maintenant, c'est cette partie du sang qui va, au lieu de se résorber tout seul, rester à ces endroits-là, faire des nodules d'endométriose. Et donc tous les mois, elles vont être réalimentées, puisque tous les mois, on va avoir... les règles, et comme je le disais, c'est une maladie qui est hormonodépendante, puisqu'on sait que les œstrogènes ont des facteurs pro-inflammatoires. Donc ces nodules-là, ils ont déjà une faculté inflammatoire. L'endométriose, c'est une maladie qui s'auto-entretient, puisqu'on sait qu'il va avoir une neuroangiogénèse, ça veut dire qu'il va avoir une production de neurones, de nerfs et de vaisseaux qui vont amener des molécules inflammatoires également. Et dans le cycle de la femme, il y a des œstrogènes qui sont donc pro-inflammatoires. Donc tout ça, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, pardon. Et donc, tout ça, c'est bien joli, mais il nous manque un élément assez crucial pour comprendre, c'est, ok, et l'innervation, ça se trouve où ? Donc on a ce schéma-là qui est assez complexe. On connaît les gros nerfs, le nerf sciatique, qui sont des nerfs assez imposants dans le corps, par exemple. Et dans le pelvis, on a un réseau de nerfs, notamment qui se trouve ici. C'est vraiment un maillage nerveux, comme une carte de géographie, qui se trouve vraiment sur les côtés de l'utérus, qu'on appelle notamment le plexus hypogastrique inférieur, qui va innerver la vessie, l'utérus, le rectum. Et donc on comprend que ce réseau nerveux est assez complexe, et donc une anomalie d'innervation sur un organe va pouvoir jouer sur les deux organes qui sont adjacents, puisqu'ils ont le même point de départ d'innervation. Donc ça, c'est un schéma qui est assez complexe, et j'ai voulu simplifier un petit peu pour comprendre vraiment comment ça se passait. Donc on va donner l'exemple, par exemple, d'une patiente ou d'un patient qui a une appendicite. Donc le premier message va être ici.
le corps va envoyer un message à la première boîte aux lettres, comme une lettre à la première boîte aux lettres, qui est donc le neurone, qui va capter cette intention de message pour l'emmener au centre de tri principal, le système nerveux central, le cerveau, en passant par plein de chemins. Il y a plein de chemins qui sont possibles, et donc il va y aller plus ou moins rapidement. Le centre de tri au niveau du cerveau va classer, c'est une poste qui a la possibilité de dire si elle renvoie le courrier au destinataire ou pas. Donc elle peut dire ce message-là vraiment est complètement inutile, je n'en fais rien, je le délivre pas. Ou bien ce message est important, notamment pour protéger le patient, donc je vais le redélivrer au bon destinataire. Et donc, il reprend sa petite route par plein de réseaux différents, et puis il arrive à donner son message clair qui est « Ok, il se passe quelque chose au niveau de l'appendice, probablement son message va être « Ça fait mal, je vais aller consulter parce que j'ai mal », et donc c'est un système de défense que le corps humain a réussi à déployer. C'est la partie qu'on retrouve à gauche, ça c'est la partie physiologique chez tout le monde, les personnes en l'occurrence qui n'ont pas de douleur chronique. Et je rajouterais que sur son petit chemin, le postier il va trouver des feux rouges et des péages qui, en plus du système nerveux central qui trie les informations, va aussi pouvoir nous dire ce message-là vraiment est complètement inutile, je l'envoie même pas au cerveau ou je le stoppe avant qu'il soit renvoyé au destinataire parce que vraiment ça n'a pas d'intérêt, pour notre survie en tout cas. Chez des patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, comme 41% chez des patientes qui ont de l'endométriose, elles vont avoir ces contrôles-là qui sont un petit peu modifiés. Elles vont avoir notamment en périphérie un seuil de tolérance qui est un petit peu plus bas parce qu'il y a aussi une hyperexcitabilité au niveau des neurones. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un peu plus de neurones et tous ces neurones ils vont être là pour capter plein de messages, notamment d'inflammation. C'est un petit peu comme l'image de la petite fille qui vous toque en permanence sur l'épaule. On laisse pas passer le message, mais au bout d'un moment, ça nous saoule, ok, qu'est-ce que tu veux? Et donc là, le message passe au cerveau. Et donc le cerveau, il a aussi une capacité de mettre en mémoire ce message-là et de le ressortir à des moments qui sont parfois inopportuns, voire même d'amplifier sa réponse. Et c'est un peu comme le voisin qui toque à la porte avec insistance, qui tambourine pendant, mettons, une matinée entière. Quand il revient le lendemain et qu'il toque une fois, vous sortez le bazooka, quoi. Donc le cerveau, il fait pareil. Il se dit, la prochaine fois qu'on me dérange, j'envoie tout. Et parfois même, quand il n'y a pas forcément de gros stimuli, il va quand même envoyer une réponse qui est complètement désadaptée. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Il trie plus aucun message, il balance tout ce qu'il a comme information, et puis on est complètement submergé, et ça fait des douleurs un petit peu aberrantes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on connaît en partie, parce qu'il y a encore des zones d'ombre. Et nous, on s'est dit, bon, très bien, on a ça dans l'organe pelvien en général, dans les organes pelviens en général, dans les douleurs chroniques, mais qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'utérus? Est-ce qu'il y a plein de petites postes différentes? Est-ce qu'il y a des boîtes aux lettres spécifiques? Est-ce qu'il y a des messages spécifiques qui sont passés dans l'endométriose? Et c'est le sujet de notre étude. Donc on a pris des patientes qui avaient donné leurs organes, dans des dons d'organes, on a récupéré leur utérus. C'était considéré comme des patientes saines qui n'avaient pas de douleur en tout cas connue, pas de douleur chronique connue. Et on a comparé leur innervation purement utérine à des patientes qui ont eu des hystérectomies pour des douleurs d'endométriose, pour une pathologie d'endométriose. Et donc on a comparé leurs deux innervations. Déjà, d'un premier intérêt était que l'innervation utérine pure, même chez des patientes saines, on la connaît très peu, alors qu'on connaît extrêmement bien l'innervation de la prostate chez l'homme dans tous ses recoins, le moindre détail. Dans l'utérus, c'était un peu moins précis. Donc on a pu retrouver des analyses qui étaient concordantes avec ce qu'on avait trouvé sur des analyses de parties d'utérus, c'est-à-dire que l'innervation est plutôt latéro-cervicale, c'est ce qu'on a ici ou là, avec le col qui est noté ici, et qui se loge, la plus grosse partie de l'innervation se loge au niveau de la partie interne du col et de l'isthme, et notamment dans le myomètre, ce qui rejoint un petit peu ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est que le myomètre a une grosse importance présumée dans ces douleurs utérines, ces douleurs de contraction. Et donc on s'aperçoit que c'est vraiment un réseau extrêmement complexe dans la modélisation de cette douleur et dans la perception de cette douleur joue un rôle certain. On a également
on a reconnu que chez les patientes qui ont de l'endométriose sans adénomiose, elles avaient une innervation beaucoup plus floride que les patientes qui ont de l'endométriose avec de l'adénomiose. Et c'était quelque chose qui commençait à être décrit dans les articles, que l'adénomiose, les patientes ont un peu moins d'innervation dans leur utérus. Pourquoi ? C'est des choses qu'on n'a pas encore tout à fait élucidées, et c'est donc l'objet de la poursuite de notre étude, c'est qu'on a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais plus on comprend l'anatomie de cette innervation, plus on se dit qu'on va pouvoir apporter des clés, et notamment des traitements un peu plus précis, puisque mieux on connaît cette pathologie, mieux on connaît ses tenants aboutissants, et plus on aura de traitements adaptés pour toutes les formes de symptômes. Et donc en conclusion, je voulais insister sur le fait que l'endométriose, c'est une pathologie complexe qui est là pour plein de raisons. Il n'y a pas qu'une seule raison liée à l'endométriose. Et également, les douleurs pelviennes et les douleurs pelviennes chroniques s'installent pour plein de raisons. Et donc, en effet, ce que disait tout à l'heure Valérie sur ce qu'on retrouve parfois sur Instagram, l'hystérectomie n'est pas forcément la seule solution, et pas forcément la bonne solution, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les grands schémas, c'est une pathologie qui est pelvienne, une pathologie qui recoupe un peu le système nerveux dans sa globalité, et donc enlever simplement l'utérus ne va pas forcément résoudre tous les problèmes, pas dans tous les cas en tout cas. Et donc c'est vraiment un traitement qui est multimodal, et nous, notre étude apporte des réponses sur un traitement qui serait ciblé au niveau de l'innervation myométriale et l'innervation spécifique qu'on retrouve dans l'utérus. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Un grand merci à tous les deux, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer des choses qui sont extrêmement complexes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très encourageant, ce type de recherche. La Fondation soutient aussi 2 autres projets autour de l'utérus, et notamment de la contractilité de l'utérus, avec d'autres angles d'approche sur les tissus vraiment endométriosiques pour comprendre cette contraction. Et un autre sujet qui est plus axé sur l'adénomiose, pour essayer de comprendre effectivement les problématiques de fertilité dans l'adénomiose. Donc au moins 4 projets soutenus par la Fondation autour de, du dysfonctionnement de l'utérus. Donc merci à vous, et plein de courage pour la suite, parce que évidemment ces projets ont des suites et ne s'arrêtent pas là. Merci beaucoup.